Il est 18h30, merci beaucoup d'écouter, de rester fidèle à Radio Orient. 18h30 tous les jeudis, c'est l'heure de Boulevard des auditeurs. Le thème aujourd'hui, la réforme de l'islam de France annoncée par le pouvoir politique. Nous sommes en direct jusqu'à 20h30 et pour en parler comme toutes les semaines, beaucoup d'invités de valeur, et ce n'est pas subjectif. Leïla Alaouf, membre du collectif Les Femmes dans la Mosquée, bonjour. Bonjour. Leïla El Hadouchi, ancienne présidente du CRI Île-de-France, bonjour. Fatima Kemila, doctorante en sciences politiques, bonjour. Et puis merci beaucoup en particulier à vous parce que vous venez tout spécialement d'Aix-en-Provence, c'est dire ça les motiver. Yanis Maïl, islamologue, bonjour. Bonjour. Et puis Aziz Lasri de Banlieue Plus, bonjour. Bonjour. Alors merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Alors nous aurons également par téléphone les contributions de Raleb Benchir, islamologue, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, Abdelaziz Chambi, le président du CRI, et Mohamed Moussaoui, le président d'honneur du Conseil français du culte musulman, le CFCM, et président également de l'Union des mosquées de France. Pour participer à cette émission, le numéro est toujours le même, le 0892 23 34 00, 0892 23 34 00. La réforme de l'islam de France annoncée par le pouvoir politique, c'est donc le thème ce soir. Le gouvernement, vous le savez, veut mettre en place d'ici l'été une instance de dialogue avec les musulmans. Écoutez justement Mohamed Moussaoui, président d'honneur du Conseil français du culte musulman. D'abord, il était question de création d'une nouvelle instance de dialogue, à l'instar de ce qui existe avec l'Église catholique. C'est vrai que l'espace de dialogue qui existe entre le gouvernement et l'Église catholique va au-delà de la conférence des évêques, qui va dire l'homologue du CFCM, puisqu'il siège dans cette instance de dialogue un représentant du Vatican, en l'occurrence le nonce apostolique. Le gouvernement souhaite élargir le dialogue avec le culte musulman à d'autres acteurs et d'autres personnalités, en plus du CFCM, tout en maintenant le fait que le CFCM est l'instance représentative du culte musulman. C'est très flou et je pense que rien n'a été dit d'une façon claire. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait le Conseil français du culte musulman, considéré comme n'ayant pas réussi sur tous les dossiers auxquels il était amené à participer, ou certains dossiers qui sortaient d'ailleurs du champ de ses compétences. Donc il était question de renforcer le CFCM par d'autres personnalités, d'autres institutions, pour que le CFCM puisse répondre à toutes les attentes des citoyens de confession musulmane sur la partie culturelle. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Après, s'il y a d'autres objectifs qui n'ont pas été encore avoués, j'avoue que personnellement, je ne vois pas encore les choses d'une façon claire. Je pense qu'il faut attendre peut-être qu'on ait un peu plus d'informations sur ce que souhaite le gouvernement, mettre sur cette instance de dialogue. Mais ce qui est important à dire aujourd'hui, c'est effectivement que la question du culte musulman, je dirais la théologie musulmane, tout ce qui concerne les pratiques religieuses musulmanes, le gouvernement n'a rien à proposer ni à dire aux musulmans de France. Je pense que on est dans un état laïque où le gouvernement ne peut pas s'ingérer dans les pratiques cultuelles ou la définition des pratiques cultuelles musulmanes. Il faut que ça soit fait dans le respect des fondements de notre pays, de sa constitution, et que l'ingérence de politique ne soit pas facteur de brouille, d'embrouille ou on va dire que l'intervention de politique soit à sa juste place et à sa juste valeur. L'islam de France est enferré dans les agendas politiques. Manuel Valls, chef du gouvernement à Strasbourg, Nicolas Sarkozy à la tête d'une délégation UMP à la mosquée de Paris. Un enjeu politique encore, l'islam, dans un pays laïque? Il est vrai que pour un regard de l'extérieur peut analyser effectivement tous ces mouvements comme étant des mouvements qui précèdent des échéances électorales, mais je pense que notre pays a traversé une situation grave où l'islam a été mis en avant à tort ou à raison en raison des terroristes qui ont commis des actes condamnables sans aucune réserve au nom de la religion musulmane. Donc il était question effectivement de dire, et les musulmans étaient les premiers à monter au créneau pour dénoncer ce terrorisme qui se réclame de l'islam, et il était question évidemment de
de mieux organiser la vie culturelle des musulmans. Et de ce point de vue, les pouvoirs publics, ils sont légitimes à pouvoir penser à apporter des solutions aux problèmes réels que rencontrent les musulmans de France. Mais nous appelons évidemment à ce qu'il n'y ait aucune instrumentalisation, aucune récupération politique des questions aucune utilisation de l'islam comme un objet politique à la veille de grandes échéances électorales. D'ailleurs, c'est le paradoxe même vis-à-vis de la loi 1905, au moment où on demandait aux prêtres, aux rabbins, aux pasteurs de rester dans leur paroisse, et que aujourd'hui, on demande aux imams notamment de s'occuper de tout ce qui est la radicalisation, qui est un vrai problème qui est posé aux musulmans. Mais les demandes qui sont faites aujourd'hui aux imams d'aller chercher, y compris les jeunes qui ne viennent pas dans les mosquées, mais qui sont derrière leurs écrans au niveau Internet, c'est vrai que c'est un changement de regard quant à la mission de l'imam ou du prêtre, du rabbin dans la société. C'est une réflexion qui mérite d'être menée, de voir quelles sont les nouvelles missions aujourd'hui des cadres religieux, toutes confessions confondues, quel est leur rôle, et puis s'il y a un changement de rôle, il faudrait effectivement que les pouvoirs publics le disent clairement. Je rappelle que vous êtes le président d'honneur du CFCM. Selon vous, les responsables politiques de premier plan de haut rang, vous les avez tous rencontrés. Comment se fait-il, du coup, que quand on les écoute, on a le sentiment que dans leur discours, l'islam semble toujours un corps étranger à la nation française? Et c'est vrai que c'est anormal, effectivement, que je pense que inconsciemment, on réfléchit encore en termes d'un islam qui est nouveau dans le paysage culturel français, dans le paysage même, je dirais, tout simplement de la France. Et il est temps que cette idée disparaisse et qu'on considère les Français de confession musulmane comme des citoyens à part entière, et que ce qui s'applique à eux doit s'appliquer à tous les citoyens, et les musulmans de France ne demandent que la loi soit appliquée à eux de la même manière qu'à tous. Ils ne demandent ni privilège, ni loi spécifique ou situation spécifique. C'était Monsieur Mohamed Moussaoui, président d'honneur du CFCM, le Conseil français du culte musulman, président également de l'Union des mosquées de France. Alors je rappelle que les invités ce soir sont nombreux pour que, autant que faire se peut, chers auditeurs, l'émission soit la plus claire possible pour vous et que l'information soit la plus utile possible concernant ce qui se passe en ce moment. Certains n'hésitent pas à parler de croiser des chemins pour la question de l'islam de France, ou l'islam en France. C'est aussi une expression sur laquelle on peut débattre ce soir. Je rappelle les invités: Leïla Alaouf, membre du collectif Les Femmes dans la Mosquée; Leïla El Hadouchi, ancienne présidente du CRI Île-de-France, qui discutait à l'instant; Fatima Kemila, docteur en sciences politiques; Yann Ismail, islamologue; Aziz Lasri, banlieue plus. Alors, avant la coupure publicitaire, honneur aux femmes. Alors, mesdames, comment est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à ce qu'on vient d'entendre, le discours, les explications, du moins, du président d'honneur du CFCM? Alors moi, je me pose quand même pas mal de questions par Leïla rapport à Alaouf, cette... du collectif Les Femmes dans la Mosquée. Voilà, tout à fait. Je me pose quand même pas mal de questions. De quelle représentativité est-ce qu'on parle déjà? Je pense que les instances qui sont en place ont fait leurs preuves. Ça a été, autant le dire, un échec depuis un certain temps. Une déconnexion totale avec les communautés musulmanes sur le terrain, une déconnexion totale, que ce soit des représentants de cette communauté, qui en tout cas qui se revendiquent représentants de cette communauté, ou même de l'État. Enfin, l'État, quelle confiance, quelle relation de confiance y a-t-il entre un État qui remet sur table les mêmes questions, les mêmes débats, les mêmes polémiques pour des questions d'électorat, et cette communauté musulmane? Moi, je me demande, au-delà même de la question de la représentativité, quelle confiance il y a aujourd'hui? Vous hochez de la tête, Fatima Kemila, docteur en sciences politiques. Alors doctorante. C'est-à-dire que je suis encore en train de faire mon doctorat. C'est pas que je ne veux pas qu'après on me reproche de mentir sur mes diplômes. Je sais que c'est assez problématique pour certaines femmes politiques aujourd'hui. En fait, je voulais simplement, tout à l'heure quand on écoutait Monsieur Moussaoui revenir sur la notion de cette idée qu'il y aurait presque une incompatibilité entre la notion de citoyenneté, enfin l'appartenance citoyenne
citoyenne, et puis l'identification à une religion comme la religion musulmane. En tout cas, c'est ce qui est souvent remis sur la table. Et je voulais faire un peu la minute histoire, puisque les débats se sont posés sur la question du culte, pour la question du culte juif, à l'époque du Concordat en 1808, et je voulais juste rappeler ce que disait l'abbé Grégoire à ce moment-là. Il disait qu'il fallait régénérer les juifs, un petit peu comme la notion de réformer l'islam aujourd'hui. Il faut tout refuser aux juifs comme nation et tout accorder aux juifs comme individus. Il faut qu'ils fassent partie de l'État et qu'ils ne soient ni un corps politique, ni un ordre. Il faut qu'ils soient individuellement citoyens. Et on retrouve cette idée avec les musulmans, cette idée que collectivement ils seraient un danger et que, en quelque sorte, il faudrait qu'ils s'expriment en tant qu'individus. Et c'est ça qui est assez paradoxal. On parlerait d'injonction paradoxale en sociologie ou encore en psychologie. On demande à la fois aux musulmans d'être pleinement citoyens et puis en même temps on les invective, on parle d'eux au pluriel, enfin même pas au pluriel, l'islam, cette espèce de singulier, on ne sait pas de qui il s'agit, et je pense que c'est très problématique. Et si on veut discuter véritablement de la refonte ou de ce qui est en train de se passer avec l'islam de France, il faut avoir une perspective qui soit historique et aussi une perspective qui soit tout simplement de l'ordre de la déconstruction du discours. De quoi parle-t-on quand on parle d'islam? Permettez-moi justement, Fatima Kemila, par rapport à ça, vous dites c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe aujourd'hui sur le temps long. Très bien, il faut s'inspirer de l'histoire. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'en ce moment, ou alors pas du tout, on est à la croisée des chemins pour cette question de l'islam aujourd'hui? Ou alors est-ce que c'est une redite, comme Leïla Alaouf le disait, c'est la même chose en couleur? Écoutez, dans toute discontinuité, il y a continuité. Donc ici, on peut dire qu'il y a une rupture. Pour certains, il y a une rupture, mais en réalité, il y a beaucoup d'éléments qu'on va retrouver qui sont assez communs et à l'histoire de l'islam en France et à l'histoire d'autres religions, comme la religion juive ou comme la religion protestante. C'était pas nouveau finalement que l'histoire française, que l'État français veuille organiser un culte en France. C'est assez classique en fait. On en reparle après une petite pause. À tout de suite. La réforme de l'islam de France annoncée par le pouvoir politique. C'est le thème de ce boulevard des auditeurs. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 20h30 comme tous les jeudis. En début d'émission, nous avons écouté Mohamed Moussaoui, président d'honneur du CFCM. En clair, il a dit en substance, et vous tous ici dans le studio, n'hésitez pas à me corriger. En substance, ce qui est en préparation avant l'été et annoncé par le gouvernement Valls par la voix de son ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, c'est une instance qui viendrait compléter le CFCM, mais instance dont on définit pas encore les contours. On peut même parler d'un ovni, c'est ce que monsieur Moussaoui a dit. Yann Ismail, j'aimerais voir votre intervention concernant cette instance-là, parce que vous avez fait partie de celles et ceux qui étaient à la Grande Mosquée de Strasbourg. À l'Université de Strasbourg. À l'Université de Strasbourg. Et vous avez même pris le micro pour parler avec le Premier ministre, avec Najed Vallaud-Belkacem qui était également présente, ministre de l'Éducation nationale, et puis Bernard Cazeneuve. Exact. Alors dites-nous. Alors oui, j'ai été invité à l'Université de Strasbourg pour discuter donc avec le Premier ministre Najed Vallaud-Belkacem et M. Cazeneuve sur la question de l'enseignement universitaire de l'islam en France. Donc à ce niveau-là, donc il y a eu un débat critique. Je les ai interpellés sur le déficit d'enseignement en islamologie en France, contrairement à une époque, c'est quelque chose qui s'est perdu. Et au-delà de ça, donc j'ai écouté leur discours et j'ai écouté le discours de Manuel Valls qui a suivi au sein de l'Université de Strasbourg. Et ce que j'ai perçu, c'est un certain nombre de contradictions qui, malgré les éléments positifs qu'on peut entendre en termes de discours et de projets, vont décrédibiliser l'ensemble de la démarche du fait de ces contradictions-là. C'est-à-dire ? Je vais en citer quelques-unes. Par exemple, dans l'ordre du discours, on nous parle de vivre ensemble. Je me souviens d'une phrase où on louait, par exemple, dans le cadre universitaire, la question du vivre ensemble avec les différences, du dialogue, de l'ouverture, où on pouvait croiser à l'université des femmes voilées avec des juifs en kippa qui dialoguent, et ce débat critique qui vit du fait de la culture universitaire. Et de l'autre, un jour avant ou 2 jours avant, la ministre des Droits des Femmes qui relance le débat sur l'interdiction du voile à l'université. Première contradiction. Deuxième contradiction, Manuel Valls commence son discours en parlant d'une instance de dialogue avec l'islam et avec les musulmans qui a pour but, contrairement à ce qui a pu exister avant, d'élargir le panel des interlocuteurs de l'islam de France et d'intégrer tous ceux qui peuvent avoir une légitimité de terrain dans le cadre du dialogue. Quelques phrases plus loin ou quelques minutes plus tard dans l'ordre de son discours, il nous dit qu'il faut combattre en France
les frères musulmans. Or, on sait que l'UOIF, une des principales organisations de l'islam de France, est issue de cette branche-là. Donc, on commence par dire il faut intégrer tout le monde et on continue par dire il faut exclure une des voies principales. Donc, un certain nombre de contradictions de ce type-là qui, pour moi, malheureusement, décrédibilisent la démarche. Et un autre élément, si je peux me permettre, c'est que même si le Premier ministre a répété dans son discours que l'État ne votera pas de décret pour dire ce qu'est l'islam, en termes théologiques et liturgiques, malheureusement, lors du discours, on ressent une certaine volonté insidieuse d'imposition idéologique, d'encadrement, ce qui est tout à fait contraire à la laïcité, qui accorde l'autonomie aux religions et aux discours religieux. Or, la limite qui doit être contraignante pour tous, c'est celle de la loi et non celle de la volonté de nos gouvernants. Et donc voilà, lors du discours, c'était très très ambigu. Par exemple, à un moment donné, quand il nous dit l'islam doit faire son bilan de conscience. Je veux dire, j'ai jamais entendu un chef d'État tenir le même discours pour une autre religion. Et qu'est-ce que ça veut dire? L'islam n'est pas une personne. Les musulmans en tant que communauté peuvent faire leur autocritique. Mais l'islam, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de qui? On parle de quoi? Est-ce qu'on parle de la théologie? De quoi parle-t-on exactement? Donc c'est vraiment ambigu. Et cette ambiguïté, malheureusement, décrédibilise un certain nombre d'éléments du projet qui pourraient paraître intéressants. Alors justement, qui pourrait paraître intéressant. C'est-à-dire que vous, de prime abord, quand vous entendez les annonces du gouvernement de Bernard Cazeneuve pour cette instance qui doit encore une fois être mise en place avant l'été, vous, de prime abord, vous dites, tiens, c'est intéressant. Pourquoi ? Mais dans la manière dont certains éléments sont présentés, ça peut paraître intéressant parce qu'effectivement, dans un contexte aussi tendu que celui que connaît la France, notamment après les attentats, un climat de méfiance, un climat de suspicion, de peur, toute idée de dialogue et de promotion du vivre ensemble est positive. Mais malheureusement, quand on entend un Premier ministre qui, dans son discours, refuse d'utiliser le mot islamophobie, mais qui sans problème utilise le concept aussi stigmatisant que vide conceptuellement d'islamofascisme, effectivement, on a du mal à accorder du crédit à cette démarche. Aziz Lasri, Banlieue Plus. J'ai écouté attentivement l'intervention de Moussaoui et des intervenants. Pour moi, concrètement, il faut refondre totalement le CFCM, le mettre à plat et créer à côté un organe dont parlait Moussaoui qui pourrait gérer un peu une sorte de consistoire comme on le culte juif. Et pour moi, on part encore sur potentiellement la mauvaise route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CFCM a une crise de légitimité, une crise de représentativité qui est grave, avec des intérêts internationaux. D'ailleurs ça, je l'annonce pour vous et celles et ceux qui nous écoutent, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Il y a d'autres extrêmes de M. Moussaoui par rapport à cette question-là, et notamment les femmes, la représentativité des femmes au sein du CFL et des jeunes. Les jeunes, notamment les jeunes. De grandes questions. Voilà. Tout à fait, j'allais venir justement parce que le plateau aujourd'hui est jeune et représentatif. Il y a des hommes, des femmes, féminins, donc je suis très content et que même parler de parité, hein. Voilà, mais que ces voix-là puissent être exprimées. Encore une fois, il faut, moi j'insiste dessus, refondre totalement le CFCM. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Revoir la totalité de l'organisation, dans le sens où aujourd'hui, à l'intérieur du CFCM, on sait qu'il y a des intérêts internationaux. On a l'interventionnisme de l'Algérie, on a l'interventionnisme du Maroc, on a l'interventionnisme de la Turquie, des frères musulmans. Donc ça fait un souk, hein, on va dire, un vrai souk à l'intérieur où personne se comprend, avec un problème de représentativité d'autres personnes. Si jamais il y a des intérêts internationaux, pourquoi on ne met pas, par exemple, l'État malien, l'État sénégalais aussi, qui sont présents en France, et d'autres, hein, peut-être que j'oublie. Mais encore une fois, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait plus tous ces intérêts internationaux, qu'on ait des jeunes et des moins jeunes, femmes et hommes, de France, des enfants de France. Aujourd'hui, on a autour de la table des intellectuels, des gens brillants. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas faire partie de ces instances-là pour parler. C'est des enfants de la République, donc aujourd'hui on parle des enfants de la République. Il faudrait qu'ils prennent leur place maintenant et qu'ils laissent que les anciens laissent leur place. Alors vous, quand vous dites les anciens, comme Moussaoui, comme M. Boubacar, par exemple. D'accord. Vous y allez, d'accord. Non. D'accord. Leïla Ladouchi, est-ce que vous souhaitez continuer? Parce que je ne souhaite pas qu'on dise que je vous censure. Hein. Non, bien sûr, il faut qu'ils laissent leur place aux jeunes talentueux. D'accord. Leïla Ladouchi, ancienne présidente du CRI Île-de-France. Alors, je vais intervenir sur les propos de M. Moussaoui. Plus qu'étonnants, ils sont choquants. Choquants de la part de personnes qui ont bien aimé faire partie
comment dire... il était président du CFCM. Voilà. C'est-à-dire que... et il est président lui, Dalil Boubekeur et plein d'autres, en leur temps, et aujourd'hui encore d'ailleurs, ont bien profité de cette récupération de l'islam par l'État. Une récupération qui est, on le sait, complètement... qui va complètement à l'encontre, bien sûr. Pour que ce soit clair, vous choisissez vos mots, c'est votre liberté la plus totale. Mais question, récupération, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cette récupération, la récupération de l'islam par l'État? C'est simple, c'est très très simple. La France, l'État français a souhaité récupérer l'islam de façon à pouvoir orienter et à pouvoir supprimer le côté cultuel de par justement ces personnalités-là, pour en faire un objet culturel un peu folklorique qui plaît à ces messieurs, un petit peu, voilà, les mille et une nuits, ce qu'on aime beaucoup. Donc ça peut paraître assez grotesque pour certaines personnes, mais c'est pour ma part tout à fait fondé, et c'est également les propos de nombreuses personnes, il faut l'entendre, et c'est également ainsi que c'est perçu par une majorité de musulmans de cette façon-là, et c'est la raison pour laquelle le CFCM aujourd'hui ne représente que lui-même. À la rigueur, l'État français aussi. Mais voilà. Tout à l'heure également, Leïla Alouf nous parlait d'une déconnexion. Des femmes dans la mosquée. Tout à fait. Nous parlait d'une déconnexion. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Ce n'est plus une déconnexion. C'est-à-dire que ils ont un rôle qui est censé apporter aux musulmans et qui au contraire les dessert en de nombreuses situations. Monsieur Moussaoui, il l'a prouvé à de nombreuses reprises, je n'ai pas de cas concret ici, mais il suffit juste de sortir un petit peu les écrits et puis les propos cités sur les radios et sur les plateaux télévision. Mais j'ai un cas de Dalil Boubekeur qui lui, en l'occurrence, a desservi, bien évidemment, les musulmanes, mais en plus a délibérément alimenté l'islamophobie. Alors, on lui a posé une question. On lui a dit, le port du voile, Le CRI ? Un journaliste sur un journal que je ne pourrais pas citer, mais du coup qui est facilement trouvable. Il suffit juste de quelques clics sur Internet. Le port du voile peut-il être considéré comme une sorte d'esclavage, lui a-t-il dit. Monsieur Dalil Boubekeur lui répond. Recteur de la Grande Mosquée de Paris, président du CFCM. Totalement. Le port du voile marque une réserve, c'est un signe d'enfermement. Comment peut-on dire ça ? Lorsque l'on est... C'était quand vous avez les sources, c'est important. Les sources, je les ai récupérées moi-même sur le net, je vous l'avoue, d'une interview, donc c'est facilement trouvable. Pour autant, il me serait... Alors, je m'engage à les rechercher, à vous les donner tout à l'heure. Il est 19h, merci d'écouter Radio Orient. De nombreux invités ce soir en direct pour parler du thème de la soirée, la réforme de l'islam de France annoncée par le pouvoir politique. Comme promis, nous accueillons avec nous Raleb Benchir. Raleb Benchir, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de participer à cette émission. Je rappelle que vous êtes islamologue, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. De nombreux auditeurs vous connaissent également parce que là, l'émission Islam le dimanche sur France 2. Alors, monsieur Raleb Benchir, j'aimerais tout d'abord revenir avec vous sur votre dernière contribution écrite. C'est dans Le Monde, daté de vendredi. Et j'ai envie de dire, passez-moi l'expression, vous êtes un homme de lettres, je m'en excuse à l'avance. Vous sortiez l'artillerie lourde. Vous dites, il n'appartient pas à l'État d'organiser le culte musulman. C'est le point de départ. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour les auditeurs qui tous n'ont pas l'occasion de lire Le Monde, ou tout simplement, pour certains, il faut le dire, de l'acheter? Tout simplement, je réagis en citoyen, respectueux de la législation en vigueur et ayant une très haute idée de ce qu'est la clé de voûte de nos institutions, c'est-à-dire le principe de laïcité, compris lato sensu ou stricto sensu, au sens large ou au sens strict. Moi, je ne vois pas en quoi les pouvoirs publics, en quoi pourraient-ils s'immiscer dans l'organisation d'un culte, quel qu'il soit, que ce soit la tradition religieuse islamique
ou toute autre tradition vivant sur notre territoire. Donc j'ai réagi encore une fois comme citoyen, ayant à cœur le respect des institutions, et jamais la loi dite de séparation du 9 décembre 1905 n'aura porté brillamment et à juste raison son nom, qui est une loi de séparation. Donc c'est pour ça que lorsque j'entends beaucoup de vos confrères et d'autres médias parler, de réformer l'islam sur une impulsion politique, je reste sidéré. Et aussi lorsqu'on voit cette immixtion dans les affaires internes d'une tradition religieuse. Voilà ce qui a motivé, en répondant dans un premier temps à votre question, la dite tribune. Tribune, je l'ai sous les yeux. J'ai cette tribune sous les yeux. Alors, vous écrivez à un moment donné, le ministre de l'Intérieur, garant des libertés publiques, qui cherche à avoir des interlocuteurs privilégiés parlant au nom de la tradition religieuse islamique en France est plus que légitime. La difficulté, écrivez-vous, réside dans la confusion entre représenter les Français musulmans et présider une instance qui gère la pratique de leur culte. Oui, vous avez raison de lire ce passage. Je m'explique encore une fois pour nos amis auditeurs. Que l'on est chez nous, dans notre pays, un responsable politique. En l'espèce, c'est le ministre de l'Intérieur. Si vous me permettez 30 secondes, je dirais que je trouve quelque part une anomalie que ce soit le ministre de l'Intérieur, premier flic de France, pour reprendre la formule de Clémenceau, qui s'occupe aussi des questions cultuelles. Mais il est aussi garant des libertés publiques, donc je ne pinaillerai pas davantage. Moi, j'aurais voulu une délégation interministérielle, peut-être même le garde des Sceaux, pourquoi pas à l'époque le président du Conseil, donc maintenant le Premier ministre, qui pourrait s'occuper de ces questions-là. Mais ce n'est pas le ministre actuel, l'intuité personnée qui est mis en cause, c'est la fonction. Mais admettons, c'est la tradition chez nous, ce n'est pas grave, c'est le ministre de l'Intérieur, qu'il veuille avoir des interlocuteurs pour parler de la gestion cultuelle. C'est plus que légitime, il est dans son bon droit, il faut qu'il ait en face des interlocuteurs compétent, sérieux, il est dans son rôle et c'est extrêmement légitime. Et il n'y a rien, ça ne souffre aucune tergiversation. En revanche, il y a deux types de difficultés. Non seulement la sémantique elle-même pousse à une confusion terrible, et puis j'ajouterai la seconde difficulté, c'est l'immixtion du politique eu égard à un précédent. Donc pour ce qui concerne la sémantique, on nous dit ah oui, mais il faut des représentants des musulmans chez nous. Mais je trouve ça curieux. Les musulmans, comme citoyens, n'ont pas besoin d'être représentés, si ce n'est par leurs propres élus, à toutes les strates de la vie publique. Et à ce sujet, il vaut mieux pour notre démocratie, pour qu'elle soit saine et qu'elle fonctionne bien, que le collège électoral soit conforme au collège électif, sans qu'on ait à se prévaloir de ses appartenances confessionnelles, bien entendu. Nous en sommes loin, c'est peut-être aussi une des raisons de l'ornière dans laquelle nous nous débattons. Mais ce n'est pas le sujet ce soir. Alors, Ghaleb Benchir, le sujet ce soir notamment, c'est que ces annonces faites encore une fois par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve arrivent à peu près, on est presque à 2 mois aujourd'hui des attentats qui ont frappé Charlie Hebdo et le supermarché Cacher porte de Vincennes. Et suite à cette actualité, suite à ce drame, suite à cette barbarie, les questions se sont posées autour de l'islam. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, j'en pense tout de suite, ipso facto, que c'est la faillite, l'incompétence et l'incurie et la démission à tout point de vue, malheureusement pas au sens premier du terme, de l'actuelle instance qui parle de l'islam en France. C'est-à-dire le fameux Conseil français du culte musulman. Et j'avais ajouté que malheureusement chez les puristes, le musulman ne peut qualifier qu'une personne douée de raison ou animée de vie. Ça sous-entend que ceux-là même qui l'ont dénommé comme tel ne connaissent même pas les finesses de la langue aussi bien arabe ou française, mais je ne m'appesantis pas là-dessus. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, l'organisation du culte islamique en France souffre de l'incompétence, de l'incurie, de la frilosité, de la médiocrité, le pire des fléaux, de ceux qui
courant après tel ou tel titre de notabilité ou courant après telle ou telle reconnaissance, acceptent de s'aplatir devant le politique qui les a cornaqués, qui les a désignés. Toi tu seras président, toi tu seras secrétaire général, toi tu seras trésorier, et malheureusement ou curieusement, il y a eu soi-disant un vote post-eventum, après coup, a posteriori, et qui n'a absolument pas corroboré le dit bureau. Accepter une telle immixtion de la classe politique dans les affaires internes de l'islam en France, eh bien, signe, ça ne peut donner interminis, si je devais parler latin, inéluctablement qu'à la situation tragique que nous connaissons, parce que nous avons affaire à des hommes qui malheureusement n'ont, encore une fois, ni la compétence, ni la connaissance théologique, ni la maîtrise même de la liturgie islamique. Alors, Ghaleb Benchir, une question d'un de nos invités ici en plateau. Aziz Lasri souhaite vous poser une question. Oui, Monsieur Benchek, bonsoir. Bonsoir. Je voulais intervenir en tant que citoyen de confession musulmane, France Confession Musulmane, sur plusieurs questions. Vous venez de faire le bilan un peu du CFCM, donc je vous ai entendu attentivement. Aujourd'hui, il est largement possible de créer un organisme qui peut remplacer le CFCM. Moi, personnellement, encore une fois, je vous dis, cet organisme ne doit plus être. Avec des jeunes et des moins jeunes de talent intellectuel. Et je sais le grand respect que j'ai pour vous, et vous êtes un intellectuel reconnu et connu. La question que j'avais, je trouvais un peu dommage que de ne pas avoir pu entendre votre voix avant sur ces critiques-là, en fait, il y a 2 ans, 3 ans, il y a 2 ans également, l'année dernière. Mais aujourd'hui, si un organisme se crée tout seul, parce que c'est vrai que l'interventionnisme de l'État doit cesser, aujourd'hui il y a un groupe de personnes qui veut se mobiliser sur ces questions-là et qui est prêt, c'est-à-dire demain on appuie sur le bouton et ils sont là. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à soutenir et à être partie prenante de cette aventure pour remplacer définitivement le CFCM? Alors mon ami, il y a 2 choses. La première, que vous pensiez que je n'ai pas pris position avant, c'est que quelque part ma voix n'a pas porté. Donc je dis toujours selon ce que j'ai appris en physique, que s'il y a des problèmes de transmission, il faut voir toujours du côté de l'émetteur et jamais incriminer le récepteur. Donc peut-être que je me suis égosillé pour rien, peut-être que j'ai prêché dans le désert, mais ma position n'a jamais failli depuis ce que j'ai appelé le conclave de Nainville-les-Roches, où on avait un ministre de l'Intérieur assez dynamique ou hyper dynamique, pour ne pas dire agité, et qui a réuni des individus. Et nous connaissons l'histoire, je n'ai pas envie de m'y appesantir, ça ne se passe même pas dans les républiques bananières. Maintenant, la seconde chose, je ne fais pas des déclarations à travers la radio, que je respecte et que j'aime beaucoup, celle de Radio Orient, pour dire que je suis candidat à telle ou telle chose, et on comprendra que je suis en train de dézinguer une institution parce que j'ai envie de prendre la place d'un tel ou un tel. En revanche, et je le dis clairement, avant, et ma vie a toujours été agréable et je rends grâce à la Providence. Maintenant, je ne peux pas d'un côté fustiger, brocarder, condamner, dénoncer ces dérives et ces incuries et dire « Ah, mais je me mets en réserve, je ne m'implique pas ». Si je m'impliquerai, quand je dis qu'il faut qu'il y ait un sursaut de l'intérieur des citoyens musulmans, qu'il y ait une prise de conscience, qu'il y ait un réveil, eh bien, j'en fais partie. Et dans ce cas, alors vous me dites, je reprends votre phrase, il suffit d'appuyer sur un bouton. Alors appuyons sur plusieurs boutons même, et donc je suis partant. Ghaleb Benchir, une intervention de Leïla Alaouf, parce que vous faites réagir sur ce plateau, Leïla Alaouf du collectif Les Femmes dans la Mosquée. Bonsoir Ghaleb Benchir. J'aimerais vous poser une question, en tout cas vous renvoyer à une réalité. Moi, je suis membre du collectif Femmes dans la Mosquée. Donc, nous luttons entre autres contre l'invisibilisation des femmes dans les lieux de culte. Il se trouve qu'il y a un certain temps, l'année dernière, les femmes dans la mosquée de Paris, la grande mosquée de Paris, qui est censée être un symbole, a relayé en fait ces femmes dans les sous-sols. Apparemment, ça n'a choqué pas grand monde dans les milieux associatifs musulmans, ni chez ce qu'on appelle les représentants musulmans. Moi, ça m'a profondément choquée, et ça m'a profondément choquée car ça a carrément détérioré la relation que j'avais avec certains représentants de cette communauté musulmane. Pourquoi ?
personne n'a parlé, n'a pris la parole et s'est prononcé? Pourquoi est-ce que quand des femmes se sont faites agresser à l'intérieur de la mosquée de Paris, personne n'a réagi? Pourquoi, lorsque nous avons adressé plusieurs lettres ouvertes à Dalil Boubacar, personne n'a réagi, pas même vous, monsieur? Oui, alors, moi je veux bien assumer tout ce que vous me dites. Je ne suis ni représentant, ni porte-parole de la Grande Mosquée de Paris, etc. En revanche, peut-être après coup, on peut toujours déplorer mon inaction, mais j'ai toujours dit à ce moment-là, ça en revient à la même situation, que je ne comprends pas pourquoi à la Mecque, autour de la Kaaba, temple cubique vêtu de noir qui est le summum même de la liturgie islamique et de la spiritualité, les hommes et les femmes prient ensemble. Ils font ensemble, les hommes et les femmes, les circumambulations. Et donc, je ne vois pas pourquoi, à Paris, le lieu de l'émancipation, de la démocratie, de l'ouverture, du respect de la dignité humaine, on va reléguer les femmes dans les sous-sols. Et donc les histoires du rideau, les histoires de la mezzanine, les histoires de la séparation ne sont qu'une construction humaine d'hommes, le plus souvent phallocrates, sexistes, machistes, peut-être même misogynes dans certains cas. Ceci, malheureusement, a pu prévaloir à travers l'histoire, alors qu'en même temps, à travers l'histoire, aussi bien en Asie centrale, à Tashkent, à Bukhara, à Samarcande, à Bagdad, ou dans la partie occidentale du monde islamique, à Cordoue, ou à Séville, ou à Tlemcen, ou à Fès, il y avait un véritable respect. Il y avait même des salons littéraires initiés par des femmes musulmanes, perçues d'ailleurs par leurs compatriotes de l'époque juive ou chrétienne comme dissolues, alors qu'elles étaient simplement en train de diriger des salons littéraires et qui ont précédé et anticipé les Émilie du Châtelet ou les Christine de Pisan ou les Madame de Stade ou les Mademoiselles de Scudery. Donc, je peux le faire après coup. Vous m'en faites grief de n'avoir pas réagi à ce moment-là. J'en suis navré, mais je ne peux pas, je ne me défausse jamais, mais je ne peux pas assumer toutes les tares de ce qui se passe dans notre pays concernant la tradition religieuse islamique. Mais je vous dis ma solidarité après coup. Je pense que c'était inacceptable que la moitié des priantes et la moitié de la société, et par-delà la moitié de l'humanité, n'ait pas l'égard, le respect, la tendresse, l'affection, l'admiration que nous devons avoir pour notre moitié. Nous autres hommes, de vire, pas d'homo, ne nous sommes que la moitié de l'humanité et pas forcément la meilleure. Je ne dis pas ça par autoflagellation, je ne dis pas ça pour vous être agréable après coup, je dis ça parce que c'est une conviction, c'est dans mes ouvrages, c'est dans mes conférences, je le dirai après-demain en Avignon parce que le thème est celui-ci, je le dirai aussi dimanche à Montpellier parce que le thème sera celui-là aussi, on est même en plein jour du 8 mars, et je le dirai demain à Lille, c'est pour vous dire que je me déplace, pour souligner l'importance du respect scrupuleux et absolu que nous devons avoir à nos sœurs, à nos filles, à nos mères, à nos femmes, à nos épouses, à tout ce que vous voulez. Cette minoration de la femme, ce sexisme, cette phallocratie, cette misogynie sont inacceptables. Ghaleb Benchir, pour finir, vraiment, vous rencontrez un succès fou parmi nos invités ce soir. Une question encore d'une autre invitée, c'est Leïla El Hadouchi, je pense que vous la connaissez, l'ancienne présidente du CRI Île-de-France. Salam alaikum. Alors ma question est, lorsque l'on sait ce que vous venez d'énoncer, comment défend-on aujourd'hui cette séparation qu'affectionne non seulement la mosquée de Paris, mais toutes les mosquées en général, voilà. Donc, armez-nous de votre savoir, s'il vous plaît. C'est quoi la question exactement? Donc, comment se défend-on aujourd'hui lorsque l'on souhaite nous séparer et nous relayer, comme l'expliquait Leïla, dans les sous-sols ou même derrière, enfin. Voilà. Alors, ma chère Leïla, je n'ai pas à savoir à étaler et je ne veux pas faire preuve d'une vaine érudition. Mais il se trouve que malheureusement, c'est toujours facile, j'allais dire, de charger autrui. Mais on nous enseigne des mensonges, on nous raconte n'importe quoi. On a sacralisé une construction humaine. Soi-disant, c'est du sacré. Or, ce sacré-là nous étouffe. Il est devenu obèse. Il ne nous laisse plus place à respirer. Il n'y a aucune raison, ni
théologique, ni éthique, ni philosophique, ni anthropologique à ce que les femmes soient reléguées ailleurs dans un espace de prière. Aucune. Même du temps du prophète, ça ne se passait pas comme ça. Je vous renvoie, je ne fais pas de la réclame pour l'émission, mais je vous renvoie à la dernière émission intitulée « Prier au féminin » pour expliquer, il y avait 2 imams sur le plateau, aussi bien le docteur Larbi Keshat qu'Abdelali Mamoun, qui l'un et l'autre ne trouvaient aucun fondement théologique à tout cela. Eh bien, il est temps, de nous-mêmes et de l'intérieur de la sphère islamique, sans l'immixtion du politique, pas pour réformer, parce que réformer, quand il s'agit du toilettage ou du rafistolage ou du bricolage ou du ravaudage, ça ne mène à rien. J'en appelle à la refondation de la pensée théologique islamique. Et ça, nous ne pouvons pas le faire seuls. Place au savoir, place à la connaissance, place à la culture, place à la revisitation de notre patrimoine. Si nous sommes arrivés à cette situation de crétinisation des esprits, de fragilisation, d'infantilisation même, c'est parce qu'il y a eu une démission de l'esprit, parce qu'il y a eu une abdication de la raison, parce qu'il y a eu une défaite de la pensée et parce qu'il y a eu aussi abrasement de la réflexion. Maintenant que nous avons diagnostiqué le mal, il est temps pour ceux qui ont failli de déguerpir, et il est temps pour que nous prenions nos affaires en main, et il est temps aussi que nous présidions à nos destinées dans notre pays. Ghaleb Benchir, je suis aussi généreux que vous, encore une fois, merci de nous consacrer du temps, aussi généreux que vous, mon temps de parole, je le laisse aux invités. Une dernière question, elle vous est posée par Yanis Maïl, islamologue qui vient de Strasbourg. Oui, bonjour Monsieur Benchek. Bonsoir. Vous parlez dans la fin de votre propos de la question d'une refondation théologique, d'une réforme théologique. Alors moi, bien sûr, sur le principe, je suis un partisan du renouveau de la pensée musulmane et du droit musulman. Mais qu'entendez-vous par là? Parce que derrière cela, on peut parler d'une réforme intrinsèque à partir même des principes de l'islam, ou on peut parler de quelque chose qui serait de l'ordre de l'imposition de l'idéologie dominante pour finalement produire une théologie qui est déconnectée de ce qu'est l'islam dans ses fondements. Alors, mon cher ami, j'ai jamais parlé de réformer le droit islamique ou quelque chose comme ça. Je suis même pour que la réforme, même pas la réforme, la refondation, une refonte. Qu'est-ce que j'entends par là? Si j'ai encore 30 secondes, je dirais, c'est comme si quelqu'un a une... Très rapidement, je vous prie m'excuser, monsieur Ghaleb Benchir, on est pris par la publicité. Mais allez-y, quelques mots. Je peux comprendre, donc on laissera ça une autre fois parce que ça risque de prendre du temps. Donc je réponds directement à la question. Non, moi de mon point de vue, mais je le soumets à débat, et je n'en fais jamais un dogme absolu, au contraire. J'essaie d'avoir même une éthique du désaccord et du débat, et ce que je vous dis, je ne l'impose jamais. Mais il faut déjuridiciser la révélation, ne pas arrimer la norme juridique dans la révélation, a fortiori lorsque nous vivons dans une société composite, plurielle, diversifiée, multiconfessionnelle, etc. Donc c'est une refonte, une refondation de l'intérieur. Nous n'acceptons jamais l'ingérence de quiconque. C'est à nous de prendre les choses en main. Nous avons la possibilité de le faire, mais avec intelligence. S'il me faut une pensée subversive, il faut subvertir toute cette construction humaine. Et il est temps de le faire. Monsieur Ghaleb Benchir, merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. À très bientôt sur Radio Orient. Et à vous. Merci bien. Et bonne publicité aussi. Merci, merci beaucoup. Pause de réclame. À tout de suite.